À mon mariage, la table familiale est restée vide. Maman m'a envoyé un SMS, « Tu es trop loin et nous voyageons avec ta sœur ». Je n'ai pas supplié. J'ai donné leur place au couple qui m'a réellement élevé. Dès le moment où maman les a vus sur ma photo de mariage, elle a réservé le premier vol pour rentrer. 3 jours trop tard. Le matin de mon mariage a commencé par le son de mon téléphone qui vibrait contre la coiffeuse en bois. Je venais de finir d'attacher une boucle d'oreille en perles lorsque l'écran s'est allumé avec un message de ma mère. Il n'y avait pas d'excuse, pas de demande de m'appeler et aucune explication de dernière minute. « Tu es trop loin », écrivait-elle. « Ton père et moi voyageons avec Émilie. Nous espérons que tu comprendras. » Je l'ai lu 2 fois, bien que les mots soient assez simples. Mes parents vivaient à Raleigh, à environ 4 heures de l'auberge située près d'Asheville où Nathan et moi allions nous marier. Ils avaient reçu notre carton de réservation 11 mois plus tôt, avaient confirmé la date et m'avaient regardé tout organisé sans jamais leur demander un centime. À ce moment précis, ils étaient assis dans un aéroport avec ma sœur, se préparant à s'envoler bien plus loin qu'à 4 heures de là pour un voyage promotionnel au Costa Rica. Une photographie est apparue dans notre groupe de discussion familiale moins d'1 minute plus tard. Émilie se tenait entre eux sous un panneau de départs internationaux, un bras glissé sous celui de ma mère. Mon père souriait de cette manière tenue qu'il adoptait toujours lorsqu'il voulait paraître encourageant sans avoir l'air émotif. Leurs bagages portaient des étiquettes assorties au nom de l'entreprise de voyage d'Émilie. Nathan est entré dans la pièce alors que je prenais une capture d'écran. Il avait déjà enfilé son pantalon de costume, bien que sa chemise blanche soit encore ouverte au col. Il a regardé mon visage, puis le téléphone dans ma main, et a posé la seule question qui importait, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Pas, « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Ni, « Comment ont-ils pu faire ça ?» Il n'a pas proposé d'appeler mon père ni d'exiger des explications en mon nom. Il m'a demandé ce que moi je voulais, et c'était l'une des raisons pour lesquelles je l'épousais. « Je veux me marier », ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. J'ai enregistré la capture d'écran dans un dossier, mis la discussion familiale en sourdine et posé mon téléphone face cachée à côté des pinceaux de maquillage. Je n'ai pas appelé ma mère. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'entendre si elle m'avait fait du mal. À l'époque, j'appelais cela de la dignité. En y repensant, je sais qu'une partie de cette réaction était aussi de la peur. J'avais passé des années à quitter les conversations avant que quiconque ne puisse me rejeter à nouveau, et j'étais devenue si experte dans l'art de m'éloigner que les gens prenaient souvent cela pour de l'indifférence. La salle de bal de l'auberge était petite, chaleureuse et baignée par la lumière du printemps. Nathan et moi l'avions choisie parce que les fenêtres donnaient sur une ligne de collines verdoyantes, non pas parce qu'elle avait l'air coûteuse. Nous avions payé le mariage nous-mêmes, limité la liste des invités et tout planifié autour des personnes qui avaient constamment fait partie de nos lives. La table d'honneur de la famille se trouvait près de la piste de danse. Lorsque je suis entré dans la pièce avant la cérémonie, j'ai vu 2 couverts intacts en son centre. Des cartes imprimées reposaient contre les verres d'eau, mère de la mariée, père de la mariée. Je me suis arrêté devant eux. Je savais depuis des semaines que mes parents risquaient de choisir le voyage d'Émilie. Ma mère avait évité de confirmer leur plan de voyage, tandis que mon père ne cessait de répéter qu'ils essayaient encore d'organiser leur emploi du temps. Pourtant, je n'avais jamais demandé à l'auberge de retirer leur nom. Une partie obstinée en moi avait imaginé les portes de la salle de bal s'ouvrant à la dernière minute. J'avais imaginé ma mère se précipitant à l'intérieur avec une excuse, mon père ajustant sa cravate comme si le fait d'être en retard était la seule offense. J'avais laissé ces cartes là parce que, sous tout ce que je prétendais comprendre, j'attendais toujours. Je les ai ramassées. Margaret et Thomas se tenaient près de l'entrée. Ma tante m'avait élevé à partir de l'âge de 13 ans, après que mes parents m'eurent envoyé chez elle pour ce qu'ils appelaient un arrangement familial temporaire. Mon oncle m'avait appris à conduire, m'avait aidé à poser ma candidature pour l'université et avait été présent à chaque remise de diplôme sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. J'ai retourné les cartes et demandé un stylo à un serveur. Sur les côtés vierges, j'ai écrit Margaret Reed et Thomas Reed. Margaret m'a regardé remettre les cartes contre les verres. Son expression s'est tendue et elle a touché mon poignet avant que je ne puisse m'éloigner. Aaron, nous ne voulons prendre la place de personne. Vous ne la prenez pas, ai-je dit. Je la donne aux personnes qui sont venues. Pendant un moment, elle n'a pas pu répondre. Thomas a tiré sa chaise sans faire de discours ni chercher à transformer ce moment en quelque chose de plus grand que ce qu'il était. Il a attendu qu'elle s'assoie,
puis a pris le siège à côté d'elle. C'était tout. Personne n'a applaudi, personne n'a confronté mes parents par appel vidéo. Je ne suis pas monté au micro pour annoncer ce qu'ils avaient fait. J'ai remonté l'allée vers Nathan. La cérémonie a duré moins de 20 minutes. Les mains de Nathan étaient chaudes autour des miennes, et lorsque j'ai trébuché sur un mot dans mes vœux, il a souri au lieu de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Margaret a ajusté le rebord de mon voile avant les photographies. Thomas a vérifié 2 fois que j'avais mangé quelque chose avant le début de la réception. Pendant plusieurs heures, l'absence de mes parents est devenue exactement ce que je voulais qu'elle soit, leur décision, et non la définition de mon mariage. Pendant le dîner, Margaret a réajusté le col plié à l'arrière de ma robe avec les mêmes doigts prévenants qui avaient réajusté mes uniformes scolaires des années plus tôt. Les amis de Nathan ont rempli la piste de danse, Thomas s'est ridiculisé en essayant de suivre une danse de groupe et a ri plus fort que quiconque lorsqu'il s'est trompé de direction. J'étais heureuse. Ce fait compterait plus tard, car ma mère prétendrait que j'avais construit toute cette journée pour la punir. La vérité était beaucoup plus simple, une fois que j'avais cessé de préserver 2 chaises vides pour des personnes qui avaient choisi de ne pas venir, il ne restait plus aucune punition à infliger. Vers le coucher du soleil, le photographe nous a rassemblés sur la terrasse pour les portraits de famille. Margaret se tenait à côté de moi, portant une robe bleu pâle et une fine chaîne autour du cou. Une petite clé en laiton y pendait, assombrie par l'âge, son anneau façonné comme 2 oiseaux se faisant face. J'avais déjà vu cette clé une fois, des années plus tôt, mais je ne me souvenais pas immédiatement où. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Margaret l'a couverte de ses doigts. Thomas l'a trouvée dans une vieille boîte à couture pendant que nous débarrassions la réserve. Thomas a jeté un coup d'œil vers elle, puis vers moi. Nous pensons qu'elle ouvre le coffre en cèdre que tes parents ont envoyé lorsqu'ils ont déménagé. Le coffre était arrivé chez Margaret 14 ans plus tôt, mélangé à des cartons de mes papiers scolaires et de mes vêtements d'enfance. Ma mère avait dit qu'il ne contenait rien d'important et que la clé avait été perdue. Il était resté verrouillé dans la réserve depuis lors. Margaret et Thomas avaient trouvé la clé en février. Ils me l'avaient dit à l'époque, mais je leur avais demandé de ne pas ouvrir le coffre avant le mariage. J'avais déjà abandonné trop de journées importantes à des questions sur ma famille, et je refusais d'en laisser une autre commencer avec la version du passé de ma mère. Margaret a étudié mon visage. Après ce soir, veux-tu toujours savoir ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai regardé à travers les portes de la terrasse Nathan qui parlait avec nos invités. J'ai regardé les 2 marque-places manuscrits visibles à travers la vitre, puis j'ai regardé la clé reposant contre la robe de Margaret. Oui, ai-je dit. Après ce soir, je veux tout savoir. Le photographe nous a demandé de nous rapprocher. Margaret s'est tenue à ma gauche, Thomas à côté d'elle, et Nathan a pris ma main de l'autre côté. Le flash de l'appareil a clignoté. Cette photographie a été envoyée sur le groupe de discussion familiale plus tard dans la soirée. Ma mère n'a fait aucun commentaire sur ma robe, la cérémonie ou l'homme que je venais d'épouser. Elle n'a pas demandé pourquoi elle et mon père avaient été remplacés à la table. Son message est apparu sous la photographie moins d'1 minute après qu'elle l'a vue. Pourquoi portes-tu cette clé? Le lendemain matin de mon mariage, Nathan et moi étions assis près d'une fenêtre dans la salle à manger de l'auberge tandis que la pluie glissait sur les vitres. La pièce sentait le café, le pain chaud et les fleurs que quelqu'un avait rentrées de la terrasse. Mon mari étalait de la confiture sur un biscuit et parlait des cadeaux que nous devions emballer en premier. Il ne mentionnait ni la photographie, ni la clé, ni les messages qui attendaient sur mon téléphone. Il m'offrait un petit déjeuner ordinaire avant que ma famille ne tente de s'approprier une autre journée. Lorsque j'ai retourné mon téléphone, j'avais 11 appels manqués de ma mère, un de mon père et 4 messages d'Émilie. Les 3 premiers m'accusaient d'avoir humilié maman en plaçant Margaret et Thomas à la table familiale. Le 4e disait, tu savais que cette photo lui ferait du mal. Tu dois toujours faire en sorte que tout ait une signification cachée. Je l'ai lu une fois et j'ai posé le téléphone à côté de mon café. Nathan m'a demandé s'il devait conduire pendant que je gérais les appels. Je lui ai dit que je répondrais après avoir quitté l'auberge. Pour une fois, je ne fuyais pas un conflit, je choisissais le moment où il pouvait m'atteindre. Avant notre départ, la société Keepsake Journée a publié une vidéo soignée depuis le Costa Rica. Émilie se tenait sur une plateforme en bois avec des montagnes verdoyantes derrière elle, tandis que mes parents souriaient de chaque côté. La légende disait, la famille, c'est être présent pour les moments qui comptent.
Émilie parlait de concevoir des voyages qui aidaient les familles à se retrouver. Vers la fin, elle a dit « Ma sœur a choisi une vie différente, mais mes parents m'ont appris qu'une vraie famille continue d'être présente. » J'ai regardé la phrase 2 fois. Mes parents avaient séché mon mariage pour aider Émilie à vendre une histoire sur des parents qui ne rataient jamais les moments importants. J'avais été transformé en la fille absente qui avait choisi une autre vie. Je n'avais jamais accepté de faire partie de sa campagne. Jusqu'à ce matin-là, je pensais que leur voyage était un autre exemple de favoritisme. La vidéo m'a montré que mon absence était utile, elle donnait à Émilie l'air loyal, à mes parents l'air dévoué, et à moi l'air de celle qui était partie. J'ai téléchargé la vidéo, enregistré des captures d'écran et transféré le lien vers un dossier de messagerie privée. Travailler dans une bibliothèque m'avait appris que la mémoire changeait dès que l'émotion la touchait. Les dates, les fichiers d'origine et les mots exacts ne changeaient pas. Je ne planifiais pas de vengeance. Je ne savais pas encore contre quoi je me défendais, je savais seulement que ma mère avait vu une clé sur une photo de mariage et avait réagi comme si quelqu'un avait ouvert une pièce verrouillée dans sa maison. Je l'ai appelée après notre retour à la maison. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Le bruit de l'aéroport et le roulement des valises remplissaient l'arrière-plan. « Où est le coffre ?» a-t-elle demandé. « Chez Margaret. »« Pourquoi te l'a-t-elle donné ?» Elle m'a montré la clé, Aaron. Cette boîte contient de vieux papiers et des enregistrements d'une période très instable dans cette famille. Margaret n'a jamais compris le contexte complet. Si elle te donne quoi que ce soit, ton père et moi devons t'expliquer avant que tu ne commences à faire des accusations. Je m'en suis remise au comptoir de la cuisine. Nathan est resté près de la porte, assez près pour entendre mon côté de la conversation sans faire semblant que l'appel lui appartenait. « Quels enregistrements ?» ai-je demandé. Ma mère a marqué une pause. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Alors comment sais-tu qu'il y a des enregistrements? Parce que ta tante a tout gardé. Elle a toujours transformé la douleur privée en preuve. J'ai failli la corriger, Margaret ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre. Au lieu de cela, j'ai demandé si Thomas avait transféré des bandes vers des fichiers numériques. Le souffle de ma mère s'est coupé, puis sa voix s'est adoucie de la façon dont elle le faisait toujours lorsque la peur voulait ressembler à de la bienveillance. Elle a dit qu'elle me protégeait, moi et Émilie, de souvenirs qui pourraient être mal interprétés. Elle m'a rappelé que ma sœur était au milieu de l'opportunité la plus importante de sa carrière. Ouvrir le coffre cette semaine-là, disait-elle, aurait l'air vengeur. Je ne t'ai pas dit si je l'avais ouvert. Tu ne poserais pas ces questions si tu ne l'avais pas fait. Je pose la question parce que tu as quitté le Costa Rica à cause d'une clé. Elle a nié immédiatement. Elle a prétendu que le voyage devait toujours se terminer plus tôt et qu'elle voulait seulement rendre visite à Margaret pendant qu'elle était à proximité. Raleigh n'était pas à proximité, et aucune de nous deux n'a fait semblant du contraire. J'ai dit que je la contacterais après avoir su ce que contenait le coffre. Elle a essayé de m'interrompre, mais j'ai mis fin à l'appel. Cette fois, mon silence était assorti d'une limite. Mon père a appelé moins de 5 minutes plus tard. Sa voix était calme et fatiguée, comme si on lui avait demandé de nettoyer un désaccord créé par des femmes irraisonnables. Il a dit que ma mère était émotive et m'a mise en garde contre le fait de prendre des décisions permanentes basées sur de vieilles choses sans contexte. Lorsque j'ai demandé de quelles choses il parlait, il a dit qu'il n'avait jamais prêté attention aux lettres ou aux cassettes. Il avait travaillé de longues heures, il faisait confiance à ma mère pour gérer les enfants. Tu étais l'un des parents, ai-je dit. Je subvenais aux besoins de la famille, et maman s'occupait de toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'était exactement ce qu'il avait dit, mais me disputer lui donnerait de l'espace pour reformuler ses propos. J'ai sorti un carnet d'un tiroir et j'ai noté l'heure, ses formulations et l'ordre de ses dénégations. Lorsque j'ai demandé s'il se souvenait d'avoir envoyé le coffre à Margaret lorsqu'ils avaient déménagé, il a dit qu'il contenait de vieilles affaires d'école, puis il m'a averti de ne pas laisser Margaret m'entraîner dans une version de l'enfance qui avait déjà causé assez de dégâts. Avant de raccrocher, il a ajouté, « Ta mère a peut-être fait des erreurs, mais elle essayait de protéger Émilie. » Mes parents utilisaient des tons différents, mais arrivaient à la même instruction, « N'ouvre pas le coffre, ne fais pas confiance à Margaret, ne risque pas l'avenir d'Émilie. » Aucun des deux n'a demandé ce dont je me souvenais. Au moment où Nathan et moi sommes allés chez Margaret, j'avais rempli 2 pages de phrases exactes. C'était la première fois que je cessais de laisser leur voix se confondre dans ma tête. Le coffre en cèdre se trouvait sur une table de travail dans le garage de Thomas.
Il était plus petit que dans mes souvenirs, avec des coins en laiton usé et une étiquette d'expédition de l'ancienne adresse de mes parents à Raleigh. La poussière recouvrait le couvercle, sauf là où Thomas l'avait soulevé de la réserve. Avant que quiconque ne touche à la serrure, j'ai photographié chaque côté, l'étiquette, les charnières et la clé aux 2 oiseaux dans la paume de Margaret. Thomas a expliqué que le coffre était arrivé avec mes anciennes affaires lorsque mes parents avaient déménagé 14 ans plus tôt. Il était resté verrouillé depuis lors. Il n'avait trouvé la clé que 2 mois plus tôt, à l'intérieur d'une boîte à couture venant de la même maison. J'ai demandé de ne rien déplacer une fois le coffre ouvert. Thomas avait trouvé un service local capable de convertir de vieilles cassettes sans altérer les originales, et j'ai demandé un rendez-vous en urgence pour le lendemain matin. Margaret semblait troublée par mon attitude méthodique, mais mes parents avaient commencé à se disputer sur le contexte avant même que j'aie vu une seule page. Si le contenu importait, je voulais que sa source reste claire. Le téléphone de Margaret a sonné pendant que Thomas notait l'adresse du service. Ma mère avait quitté le lodge près de Monteverde et se faisait conduire vers San José, mais elle avait raté la dernière correspondance utile. Elle passerait la nuit près de l'aéroport, prendrait un vol via Atlanta le lendemain et atteindrait Asheville le mardi matin, 3 jours après mon mariage. Margaret a baissé le téléphone et demandé si nous devions attendre. Nathan m'a regardé, mais n'a pas répondu à ma place. J'ai ramassé la clé en laiton et j'ai senti ses dents inégales s'enfoncer dans mes doigts. Ma mère avait traversé des pays pour nous empêcher d'ouvrir une boîte qui, selon elle, ne contenait que des souvenirs mal compris. Non, ai-je dit. Nous l'ouvrons avant qu'elle n'arrive. La serrure a résisté une fois, puis a tourné dans un déclic sec. Une faible odeur de cèdre s'est échappée, mélangée à du papier et de la poussière emprisonnée. Sur le dessus d'une pile de dossiers scolaires se trouvait une enveloppe couleur crème adressée à Émilie avec mon écriture de 13 ans. Au dos, dans l'écriture plus acérée de ma mère, se trouvaient 5 mots, retour à l'expéditeur, elle ne veut pas de contact. L'écriture sur l'enveloppe était la mienne, mais la phrase au dos appartenait à ma mère. J'avais écrit cette lettre quand j'avais 13 ans. Le papier avait jauni sur les bords et mon nom sur l'adresse de retour penchait fortement vers la droite, comme c'était le cas avant qu'un professeur ne me force à ralentir. Je me souvenais avoir choisi l'enveloppe dans un paquet que Margaret gardait dans son bureau. Je me souvenais avoir cru que si je la rendais assez propre, Émilie comprendrait que je ne l'avais pas oubliée. Margaret n'a pas tendu la main vers la lettre. Au lieu de cela, elle est entrée dans la maison et est revenue avec un boîtier de classement gris que je voyais sur l'étagère supérieure de son bureau depuis des années. Contrairement au coffre en cèdre, il n'avait jamais été verrouillé. Elle l'a posé sur la table de travail et a retiré une autorisation notariale de prise en charge signée par mes 2 parents quand j'avais 13 ans. La raison indiquée était seulement arrangement familial temporaire. Derrière se trouvaient des formulaires scolaires et des autorisations médicales signées à nouveau chaque année jusqu'à mes 18 ans. Mes parents avaient renouvelé l'arrangement 5 fois. Il n'y avait aucune ordonnance de garde me transférant à Margaret, aucun rapport disant que j'étais dangereuse, et aucun jugement indiquant que j'avais fait du mal à Émilie. Les papiers ne prouvaient pas que chaque histoire racontée par ma mère était fausse, mais ils prouvaient une chose que je n'avais jamais été autorisé à dire avec certitude, mes parents ne m'avaient pas perdu dans un moment de confusion, ils avaient choisi, année après année, de me garder à l'extérieur de leur foyer. J'ai placé les documents par ordre chronologique et photographié chaque signature. Thomas me regardait travailler, ses bras croisés fermement sur sa poitrine. Margaret se tenait à côté de lui, les 2 mains appuyées contre le rebord de la table. Nous aurions dû te faire lire ça quand tu as eu 18 ans, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Elle a sursauté, mais je n'ai pas adouci mon ton pour elle. J'aimais Margaret. Elle m'avait offert un foyer stable quand j'en avais besoin. Cela ne voulait pas dire que chaque décision qu'elle avait prise avait été la bonne. Aimer quelqu'un ne nécessitait pas de faire semblant que son silence n'avait rien coûté. Nous sommes revenus au coffre en cèdre. Thomas tenait le couvercle pendant que je photographiais la serrure, la clé en laiton aux 2 oiseaux, l'ancienne étiquette d'expédition de l'adresse de mes parents à Raleigh et la poussière qui s'était déposée autour des charnières. Sous une pile de dossiers scolaires se trouvaient des enveloppes, des dessins pliés, 2 cassettes grand format et plusieurs micro-cassettes dans des étuis en plastique transparent. Aucune ne venait de la maison de Margaret, elles provenaient toutes de la maison de mes parents lorsque le coffre verrouillé avait été livré 14 ans plus tôt. J'ai ouvert le premier groupe de lettres lentement. Elles étaient classées par année, bien que je ne me souvienne pas les avoir classées. Les plus anciennes étaient joyeuses, je demandais à Émilie des nouvelles de l'école,
les chansons qu'elle aimait et si elle dormait toujours avec le lapin que je lui avais gagné lors d'une fête foraine. J'écrivais que Margaret avait planté des tomates et que Thomas brûlait les crêpes tous les dimanches. Je lui promettais que je reviendrais à la maison quand maman dirait que c'était sans danger. Les lettres ultérieures étaient plus courtes, certaines portaient des cachets postaux indiquant qu'elles avaient été retournées, d'autres n'avaient jamais été envoyées. Sur plusieurs enveloppes, ma mère avait écrit des instructions dans la même écriture étroite, « Émilie ne veut pas de ça, ne la perturbe pas ». Je n'ai lu que ce qui était nécessaire pour comprendre le schéma. Chaque fois que je tendais la main vers ma sœur, ma mère s'était interposée et avait appelé cela de la protection. Près du bas de la pile se trouvait une lettre que j'avais écrite à 16 ans. L'enveloppe avait été ouverte, puis scellée à nouveau avec du ruban adhésif transparent. Je ne l'ai pas encore lue. Quelque chose dans la pression de ma propre écriture me nouait l'estomac, et je l'ai mise de côté. Sous les lettres se trouvaient des dessins faits avec des crayons de couleur et des feutres émoussés. Le nom d'Émilie apparaissait au dos, d'une main d'enfant maladroite. Il n'y avait ni timbre ni cachets postaux. Une carte montrait 2 filles se tenant la main sous un soleil jaune, une autre montrait 2 oiseaux debout de chaque côté d'une clôture. À l'intérieur, Émilie avait écrit « Je te garde toujours ta place dans la chanson d'anniversaire ». L'orthographe était fausse à 3 endroits, le sens ne l'était pas. Margaret s'est assise lourdement sur une chaise pliante. Je n'ai jamais vu ça. Je la croyais. Les cartes avaient été verrouillées à l'intérieur d'un coffre envoyé depuis la maison de ma mère. Margaret ne pouvait pas avoir caché quelque chose dont elle ignorait l'existence. Cette réalisation n'effaçait pas les questions que j'avais pour elle, mais elle retirait une accusation que je portais depuis des années. Émilie se souvenait de moi. Cette pensée n'a pas apporté de réconfort, elle a apporté une colère si propre et si nette que mes mains sont devenues fermes. Ma mère m'avait dit qu'Émilie avait peur, elle avait dit à Émilie que j'avais choisi de partir. Puis elle avait conservé la preuve que les 2 histoires étaient incomplètes. Le lundi matin, Thomas avait apporté les éléments audio à un service de conversion local qui acceptait les travaux en urgence. Les originaux restaient dans des pochettes numérotées et l'employé a documenté chaque étiquette avant de créer des copies numériques. J'ai passé la journée à numériser des lettres, à associer des enveloppes aux dates et à sauvegarder des copies dans 3 emplacements séparés. Nathan m'a aidé sans toucher à une seule page avant que je ne lui demande, il a préparé à manger, a répondu à la porte et m'a rappelé qu'organiser l'épreuve ne m'obligeait pas à tout comprendre d'un coup. Carole a atteint Asheville mardi après-midi. Sa valise portait encore une étiquette de compagnie aérienne. Lorsque Margaret a ouvert la porte d'entrée, ma mère est entrée sans saluer personne et a regardé directement vers la salle à manger où le coffre en cèdre était posé, fermé sur la table. Cela appartient à notre famille, a-t-elle dit. Aaron aussi, a répondu Margaret. Le visage de ma mère s'est tendu. Elle s'est tournée vers moi et a demandé si je l'avais ouvert. Je lui ai dit que chaque papier avait été photographié, que les originaux étaient en sécurité et que les enregistrements étaient en cours de conversion par un service professionnel. Pour la première fois depuis le mariage, elle a cessé d'essayer de paraître inquiète. Tu n'en avais aucun droit. Le coffre a été envoyé avec tes affaires. C'étaient des conversations privées d'une période terrible. Tu étais en colère, Émilie avait peur, ton père et moi essayions de maintenir la famille unie. Vous l'avez maintenue unie en retirant une personne. Carole a regardé Nathan, puis Thomas, puis Margaret. Elle avait toujours été plus forte en privé, là où elle pouvait ajuster son histoire à l'auditeur. 4 témoins ne lui laissaient nulle part où placer une version différente. Elle a baissé la voix. Cela va détruire la carrière d'Émilie. Je n'avais pas mentionné l'entreprise d'Émilie. Pourquoi de vieilles affaires de famille détruiraient-elles une campagne de voyage? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a demandé à me parler seule. J'ai refusé. Elle a dit que Margaret m'avait manipulé, que Thomas n'avait aucune idée de ce dans quoi il était impliqué, et que Nathan me connaissait depuis trop peu de temps pour comprendre notre famille. Chaque accusation a échoué parce que la personne qu'elle blâmait se tenait assez près pour l'entendre. Lorsqu'elle a finalement tendu la main vers le coffre, je me suis interposé entre elle et la table. Tu es venu 3 jours trop tard, ai-je dit. Il ne reste plus un seul exemplaire que tu puisses emporter. Son expression a changé à ce moment-là, pas de la peine, pas de la culpabilité, du calcul. Elle a ramassé sa valise et m'a dit que je regretterais de déchirer la seule famille que j'avais. Je ne lui ai pas rappelé qu'elle avait séché mon mariage, j'ai simplement ouvert la porte. 1 heure après son départ, le service de conversion a appelé.
Une cassette avait été transférée proprement sans restauration. L'étiquette écrite au feutre rouge indiquait « Pour Aaron de la part d'Émilie ». Nous l'avons joué sur un petit haut-parleur à la table de la cuisine de Margaret. Un grésillement a rempli la pièce, suivi par la voix fine et brillante d'une petite fille chantant « Joyeux anniversaire ». J'ai reconnu la voix avant que Margaret ne se couvre la bouche. Émilie a raté une note, a ri et a recommencé la ligne. Pendant plusieurs secondes après la chanson, il n'y a eu que le doux sifflement mécanique de la bande, puis Émilie a parlé à nouveau, beaucoup plus bas, « J'ai peur d'Aaron ». J'ai fixé le haut-parleur jusqu'à ce que les mots cessent de ressembler à une langue. Les cartes à côté de moi disaient qu'elle avait gardé ma place, la bande disait qu'elle avait eu peur de moi. Je me suis tourné vers Margaret. « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» ai-je demandé. Margaret n'a pas répondu parce qu'elle ne le pouvait pas. Le haut-parleur continuait de dégager un faible sifflement mécanique, mais j'avais cessé de l'entendre. Dans mon esprit, j'avais à nouveau 13 ans, j'éloignais Émilie de notre maison pendant qu'elle pleurait pour notre mère. Je me souvenais de sa petite main se tordant dans la mienne, de ses chaussures raclant le trottoir et de la façon dont elle continuait de regarder derrière nous comme si quelqu'un allait arriver en courant. À l'époque, je croyais que je la sauvais d'une autre nuit de cris. Pour la première fois, je me suis demandé si elle l'avait vécu comme le fait d'être emmenée par la sœur qui l'effrayait. Nathan s'est rapproché, mais n'a pas touché l'ordinateur portable. Est-ce la fin de l'enregistrement? La chanson est finie. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai regardé la barre audio, il est resté près d'une minute après la phrase d'Émilie. La section vierge était assez longue pour que quiconque écoutant distraitement ait arrêté le fichier. J'ai à nouveau appuyé sur lecture et je me suis forcé à rester immobile. Des parasites ont rempli la cuisine de Margaret, suivi du doux choc de quelque chose touchant le micro, puis la voix de ma mère a émergé de plus loin, « Répète-le », a dit Carole. Cette fois, ne pleure pas. Émilie a sniffé. Je ne veux pas. Tu veux qu'Aaron aille mieux, n'est-ce pas? Oui. Alors dis ce que je t'ai dit. Dis-lui que tu as peur. Il y a eu une autre pause, suivie du faible bruit d'une chaise qu'on déplaçait. La voix d'Émilie est devenue plus petite, si je le dis, est-ce qu'Aaron pourra revenir à la maison plus tard? L'enregistrement s'est terminé avec le bouton de la cassette cliquant sous le doigt de quelqu'un. Aucune confession n'a suivi. Carole n'a jamais dit qu'elle mentait. Elle n'avait pas eu besoin d'inventer la voix de ma sœur parce qu'elle avait appris à une enfant effrayée de 6 ans quel mot utiliser. La première phrase sur la bande avait été techniquement réelle, tout autour avait été conçu pour changer ce qu'elle signifiait. Margaret s'est couvert le visage. Thomas a fixé la table comme si le bois pouvait se fendre sous ses mains. Je n'ai ressenti aucun soulagement. Savoir qu'Émilie avait été dirigée n'effaçait pas l'image d'elle en train de pleurer pendant que je l'emmenais de la maison. Cela prouvait seulement que ma mère avait trouvé le souvenir le plus douloureux que nous possédions toutes les deux et l'avait aiguisé jusqu'à ce qu'il puisse couper dans 2 directions. J'ai copié le fichier audio complet dans un nouveau dossier et les nommé avec la date écrite sur l'étiquette de la cassette, puis j'ai à nouveau photographié la cassette à côté du reçu de conversion et de la pochette numérotée du service. Mes mains bougeaient avec la précision calme que j'utilisais lorsque je manipulais du matériel d'archives fragile au travail. J'avais besoin de cette routine, car l'alternative était d'appeler Émilie et d'exiger qu'elle admette que notre mère l'avait manipulée. Au lieu de cela, je lui ai envoyé le fichier complet en privé. J'ai écrit une seule phrase, « Écoute au-delà du premier silence ». Sa réponse est arrivée 12 minutes plus tard, « Tu t'attends à ce que je croie que cela n'a pas été monté ?» Je m'étais attendu à de la colère, du déni ou à aucune réponse. L'accusation a quand même porté plus fort qu'elle n'aurait dû. Mon premier réflexe a été de lui dire qu'elle ressemblait exactement à nos parents. J'ai tapé la phrase, je l'ai fixée, puis je l'ai supprimée. Gagner cet échange ne prouverait rien. Je lui ai envoyé les photographies de la cassette originale, l'étiquette écrite de la main de notre mère, le reçu de conversion et les informations du service. Choisis une autre entreprise, ai-je écrit. Tu peux inspecter l'original avec un technicien neutre. Je ne l'enverrai pas par maman ou papa. Émilie a appelé avant que je ne puisse poser le téléphone. Son visage est apparu sur l'écran depuis une chambre d'hôtel près de l'aéroport. Elle avait retiré le maquillage soigné de la vidéo de voyage et ses cheveux étaient attachés sans soin. Pendant quelques secondes, aucune de nous deux n'a parlé. Tu as fait des copies, a-t-elle dit. Oui. Qui les a? Moi, Nathan, Margaret et Thomas ont accès à une sauvegarde.
Personne d'autre n'a entendu ta voix. Ses yeux se sont rétrécis. Pas le sponsor? Non. Pas la famille? Non. Elle a détourné le regard de la caméra. Maman dit que tu te prépares à tout diffuser. Maman a aussi dit que tu ne voulais pas de mes lettres. La mâchoire d'Émilie s'est tendue. Tu crois qu'une bande efface tout ce que tu as fait? C'était l'ancienne forme de nos disputes, j'avais des preuves contre notre mère, et Émilie répondait avec des preuves contre moi. Dans le passé, j'aurais mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse l'utiliser. Cette fois, je suis restée silencieuse assez longtemps pour qu'elle continue. Elle a tendu la main vers quelque chose en dehors du cadre de la caméra. Une photographie est apparue dans notre fil de discussion pendant que nous étions encore connectés. Elle montrait une feuille de papier lignée couverte de mon écriture d'adolescente. J'ai reconnu les boucles des lettres minuscules et la forte pression là où mon stylo avait failli déchirer la page. Une phrase avait été cadrée de près dans l'image, peut-être que tu seras plus heureux sans moi. Mon estomac s'est noué. Où as-tu eu ça? J'ai trouvé la lettre quand j'avais 17 ans. C'est mon écriture. Je sais. Tu as eu ça pendant toutes ces années? J'avais la photo. Maman a repris la lettre. L'instinct de me défendre est venu rapidement. Je voulais dire que la page avait été rognée, je voulais accuser Carole d'avoir changé les mots ou de les avoir disposés dans un ordre faux, mais il n'était pas nécessaire d'examiner l'encre, je me souvenais avoir écrit la phrase. J'habitais chez Margaret depuis presque 1 an. Mes premières lettres à Émilie étaient revenues non ouvertes, et chaque appel téléphonique se terminait par ma mère me disant qu'Émilie devenait anxieuse dès qu'elle entendait mon nom. J'avais écrit cette lettre tard dans la nuit à la table de la cuisine de Margaret, après que tout le monde s'était couché. J'avais essayé d'avoir l'air plus âgé que je ne l'étais. J'avais dit à Émilie que je l'aimais, que je comprenais si elle ne voulait plus de moi, et que peut-être elle serait plus heureuse sans moi. À 13 ans, je croyais que laisser partir quelqu'un était la forme la plus pure de l'amour. Je ne comprenais pas que dire à une enfant de 6 ans qu'elle pourrait être plus heureuse sans sa sœur était quand même une forme d'abandon, même lorsque c'était écrit depuis un lieu de douleur. Ma mère avait retiré le reste de la lettre, mais elle n'avait pas inventé cette phrase. Je la lui avais donnée. Je l'ai écrite, ai-je dit. Émilie a cligné des yeux comme si elle s'était attendue à un déni. Alors tu l'admets? J'admets avoir écrit une phrase cruelle après presque 1 an à me faire dire que tu avais peur de moi et ne voulais aucun contact. Je n'admets pas que cela voulait dire que j'avais cessé de t'aimer. Tu as dit que je serais plus heureuse sans toi. J'avais 13 ans. Et j'en avais 6. Les mots ont frappé avec plus de force parce qu'ils étaient vrais. Émilie avait été une enfant lorsque ma mère avait dirigé sa voix, mais j'avais aussi été une enfant lorsque j'avais écrit la lettre. Ni l'une ni l'autre des phrases n'aurait dû être utilisées comme un jugement définitif contre nous. Pourtant, Émilie et moi avions chacune passé des années à traiter la douleur d'enfance de l'autre comme la preuve d'une intention d'adulte. Nathan est resté de l'autre côté de la cuisine, assez loin pour qu'Émilie ne puisse pas le voir. Il ne m'a pas fait signe quant à ce que je devais dire. J'en étais reconnaissante. J'avais besoin de répondre en tant que moi-même, pas en tant que la version de moi qui voulait un allié pour certifier que je n'avais jamais rien fait de mal. Je suis désolé d'avoir écrit ça, ai-je dit. Ce n'était pas juste de faire reposer le fardeau de mon départ sur toi. Mais je n'ai pas choisi de partir, et je ne savais pas que maman avait gardé cette phrase tout en renvoyant tout le reste. L'expression d'Émilie a changé, mais pas pour devenir du pardon. Tu ne peux pas décider quel mot compte parce que tu as été blessé. Non, et maman non plus. Elle s'est tue. J'ai regardé ses yeux se déplacer vers quelque chose sur le bureau de l'hôtel, peut-être un autre message de Carole. Pendant des années, j'avais imaginé que si Émilie voyait une preuve, elle me comprendrait immédiatement. Je n'avais jamais envisagé que la vérité puisse la forcer à retenir 2 faits douloureux à la fois, notre mère nous avait manipulés, et j'avais quand même écrit quelque chose qui l'avait blessée. Quand peux-tu venir à Asheville, ai-je demandé. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire ça à travers des pages rognées et des enregistrements transférés. Nous devons poser chaque version sur la même table. Je ne m'assois pas chez Margaret pendant que tout le monde me regarde. Alors choisis un autre endroit. Pas de maman, pas de papa, pas de Margaret ou de Thomas. J'ai jeté un coup d'œil vers Nathan. Il n'a eu aucune réaction visible, mais je savais qu'il n'aimait pas l'idée de m'envoyer seul dans une conversation qui s'était mal terminée auparavant. Pas de Nathan non plus, a ajouté Émilie.
Juste toi et moi. Je voulais refuser. Je voulais des témoins, un enregistreur et une pièce remplie de personnes qui me croyaient déjà. Ces choses me rendraient plus en sécurité, mais elles pourraient aussi faire ressentir à Émilie que le verdict avait été rendu avant son arrivée. Quelque part de public, ai-je dit. Et nous apportons toutes les deux des copies, pas des originaux. Émilie a accepté de me rencontrer plus tard cette semaine-là à Asheville. Sa voix était devenue plate et contrôlée, le même ton que j'utilisais lorsque l'émotion menaçait de trop en révéler. Avant de mettre fin à l'appel, elle a regardé directement la caméra. Il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi? La photo que je t'ai envoyée n'était pas la première fois que je voyais une de tes lettres. J'ai attendu. Émilie a dégluti. J'ai trouvé une lettre entière quand j'avais 17 ans. J'en ai lu assez pour savoir que tu avais essayé de me joindre. La pièce a semblé se contracter autour du téléphone dans ma main. Alors pourquoi l'as-tu rendu à maman? Émilie n'a pas répondu. Elle a mis fin à l'appel, laissant sa dernière aveu suspendu entre nous. Pour la première fois, je savais que ma sœur avait eu l'occasion de remettre en question l'histoire de notre mère bien avant mon mariage. Elle avait vu la preuve que je n'avais pas simplement disparu, et elle avait choisi de ne pas la suivre. Ce que je ne savais pas encore, c'était ce que notre mère avait dit pour la faire détourner le regard. Après qu'Émilie eut raccroché, je suis resté assise à la table de la cuisine de Margaret, mon téléphone encore pressé contre ma paume. Elle avait vu l'une de mes lettres à 17 ans, elle avait su que j'avais essayé de la joindre, pourtant 14 ans s'étaient écoulés avant qu'elle ne me le dise. La colère est venue facilement, mais en dessous se trouvait une question plus difficile. Si Émilie avait trouvé une lettre cachée, qu'est-ce que les adultes autour de nous avaient su d'autre et choisi de ne pas dire? Je suis revenu au boîtier de classement gris pendant que Nathan conduisait jusqu'à la maison pour chercher des vêtements et me laisser de l'espace. Les autorisations annuelles de prise en charge étaient organisées dans des dossiers séparés, chacun contenant des formulaires scolaires, des autorisations médicales et des copies de cartes d'assurance. Près de l'arrière du premier dossier, une seule page avait été trombonnée derrière l'autorisation. Ce n'était ni une ordonnance du tribunal ni un document officiel de garde, c'était un accord privé tapé sur le papier à en-tête de ma mère. Margaret Reed acceptait que je ne parle pas directement avec Émilie par téléphone, courrier ou en personne sans l'approbation de Carole. Toute tentative de ma part de contacter ma sœur devait être signalée immédiatement. Au bas de la page se trouvait la signature de ma mère, les initiales de mon père et le nom complet de Margaret écrit à l'encre bleue. Je l'ai lu 3 fois avant de lever les yeux. Margaret se tenait près de l'évier, lavant une tasse qui était déjà propre. Thomas était dehors en train de passer un appel téléphonique, et la maison était assez silencieuse pour que je puisse entendre l'eau frapper la porcelaine. « As-tu signé ça ?» ai-je demandé. Margaret a fermé le robinet. Ses yeux se sont posés sur la page, et quelle que soit l'explication qu'elle avait préparée, elle a disparu de son visage. Oui. La réponse a fait plus de mal parce qu'elle n'a pas nié. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais divisé ma famille en 2 groupes simples, les personnes qui m'avaient abandonné et les personnes qui m'avaient sauvé. Cette page refusait de rester dans l'une ou l'autre catégorie. Je l'ai posée sur la table entre nous. Tu savais que maman m'empêchait de parler à Émilie. Je savais qu'elle ne voulait pas de contact direct pendant un moment. L'accord dit que tu devais me dénoncer si j'essayais. Margaret a tiré une chaise, mais ne s'est pas assise. Aaron, tu dois comprendre ce qui se passait alors. Non, tu dois répondre avant d'expliquer. Ma voix est restée calme, mais j'ai gardé une main sur la page pour qu'elle ne puisse pas la replier. Qui l'a écrit? Pourquoi l'as-tu signé? Combien de temps l'as-tu suivi, et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Margaret a fermé les yeux un instant. Ta mère l'a écrit. Elle l'a apporté avec la première autorisation de prise en charge. Elle a dit que si je refusais, elle te ramènerait à la maison l'après-midi même. C'était là où je voulais aller. Elle ne t'y aurait pas gardé. J'ai senti mes épaules se tendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Margaret s'est finalement assise en face de moi. Elle a dit que Carole était arrivée chez elle 3 jours après m'y avoir laissé, furieuse que Margaret ait remis en question l'arrangement. Ma mère prétendait que je tournais Émilie contre David et créais de l'instabilité dans le foyer. Si Margaret intervenait à nouveau, Carole a dit qu'elle me reprendrait juste assez longtemps pour m'inscrire dans un programme thérapeutique résidentiel dans un autre État.
La phrase semblait clinique et responsable, Margaret l'a décrite différemment, c'était un programme fermé pour adolescents en difficulté situé à plusieurs heures de là, avec appel et visite restreints. Carole avait déjà demandé des brochures. Je ne savais pas si elle pouvait réellement t'y placer, a dit Margaret, mais elle était ton parent légal. J'avais peur que si je la défiais avant que nous ayons quoi que ce soit d'officiel en place, elle te retire de ma maison et s'assure que je ne puisse plus jamais te voir. Alors tu lui as donné ce qu'elle voulait. J'ai signé parce que je pensais que te garder avec nous était plus sûr que de la laisser t'envoyer au loin. Tu as décidé cela sans me le dire. Tu avais 13 ans. J'étais la personne qui était échangée. Le visage de Margaret s'est décomposé, mais j'ai refusé de la sauver de la phrase. Elle a dit qu'elle et Thomas croyaient que la restriction ne durerait que quelques semaines, peut-être jusqu'à ce que David se calme. Ils se disaient qu'une fois que mes parents verraient que j'allais bien, ils autoriseraient des appels supervisés. Au lieu de cela, chaque demande était retardée, Carole disait qu'Emily avait des cauchemars, puis des maux d'estomac, puis des problèmes à l'école dès que mon nom était évoqué. Thomas est entré pendant que Margaret parlait. Il s'est arrêté lorsqu'il a vu l'accord et s'est assis à côté d'elle sans demander ce qui s'était passé. Sa présence n'a rien changé. J'ai demandé s'il savait qu'elle l'avait signé. Oui, a-t-il dit. Je me suis disputé avec elle à ce sujet, puis j'ai accepté. Pourquoi? Parce que ta mère avait le pouvoir de te retirer de notre maison. Nous avions peur de perdre la chance de te protéger. J'ai regardé l'un puis l'autre. Leur peur était compréhensible, leur décision m'avait quand même retiré quelque chose. Combien de temps l'as-tu suivi? Margaret a admis que pendant la première année, elle disait à Carole chaque fois que je demandais à appeler Emily. Elle envoyait certaines de mes lettres après avoir reçu la permission, mais la plupart étaient retournées ou interceptées. Plus tard, lorsqu'elle a réalisé que Carole n'approuverait jamais de contact direct, elle m'a autorisé à envoyer des lettres sans demander d'abord. Elle avait cru que les enveloppes retournées signifiaient qu'Emily ou mes parents me rejetaient. Elle n'a jamais su que Carole stockait certaines de mes lettres et les cartes d'Emily à l'intérieur du coffre verrouillé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand j'ai eu 18 ans, ai-je demandé. La réponse de Margaret est venue plus lentement. Elle a dit que j'étais parti pour l'université, déterminée à ne plus jamais avoir besoin de mes parents. Chaque fois qu'elle mentionnait Carole ou David, je fermais la conversation. Après la réunion désastreuse avec Emily quand j'avais 25 ans, j'avais dit à Margaret que je ne voulais que personne n'amène ma famille dans ma vie à moins que je ne le demande. Je pensais que respecter cela était la chose la plus gentille que je puisse faire, a-t-elle dit. Tu pensais que décider pour moi était gentil. Je pensais que tu avais assez survécu. Ce n'était pas ta décision à prendre. Les mots sont restés entre nous. Margaret a hoché la tête, bien que des larmes se soient accumulées dans ses yeux. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait fait de son mieux, elle n'a pas dit que je devais être reconnaissante pour le foyer qu'elle m'avait offert, au lieu de cela, elle a admis que la peur avait façonné ses choix longtemps après que la menace originale avait disparu. J'ai protégé la fille que tu étais, a-t-elle dit, et ensuite j'ai continué à traiter la femme que tu es devenue comme si elle ne pouvait pas survivre à la vérité. J'avais tort. Je la croyais. La croire n'a pas fait disparaître la trahison. Je me suis levé et j'ai porté l'accord jusqu'au scanner. Je l'ai sauvegardé avec les papiers de prise en charge, puis j'ai ajouté une note expliquant qu'il s'agissait d'un document privé et non d'une ordonnance du tribunal. La distinction importait, ma mère n'avait pas eu besoin d'un juge pour nous séparer, elle avait seulement eu besoin d'adultes effrayés acceptant ses règles. Margaret est montée à l'étage pendant que je finissais de scanner. Lorsqu'elle est revenue, elle tenait une carte d'anniversaire d'enfant à l'intérieur d'une pochette en plastique transparent. 2 oiseaux avaient été dessinés au crayon bleu, chacun debout d'un côté d'une clôture marron. Un oiseau était plus grand avec de longues lignes noires pour les cheveux, le plus petit oiseau avait des ailes jaunes et un nœud papillon rouge de travers. À l'intérieur, Emily avait écrit « J'attendrai que tu chantes à nouveau la chanson d'anniversaire ». J'ai tracé l'air au-dessus des lettres sans toucher le papier. La carte avait été verrouillée à l'intérieur du coffre sans timbre, ni adresse, ni cachet postal. Emily l'avait faite mais ne l'avait jamais envoyée. À 6 ans, elle avait cru que je pourrais revenir avant le prochain anniversaire. Margaret n'a rien dit pendant que je la lisais, elle n'avait pas besoin d'expliquer ce que la carte prouvait. Emily ne m'avait pas voulu partie, notre mère nous avait appris à chacune à interpréter le silence de l'autre comme un choix. J'ai photographié les 2 côtés, puis j'ai placé la carte à côté de la pochette de la cassette.
Un objet portait la voix naturelle d'Émilie, l'autre portait les mots que Carole lui avait ordonné de dire. La différence entre eux était toute l'architecture de notre enfance. Cet après-midi-là, j'ai réservé une petite salle de réunion dans un espace de travail partagé près du centre-ville d'Asheville. C'était neutre, public et disponible sans utiliser ma position à la bibliothèque. J'ai réservé 2 heures, demandé une pièce avec des parois en verre donnant sur le couloir principal, et préparé un dossier contenant des copies des autorisations de prise en charge, de l'accord privé, de plusieurs enveloppes retournées, du reçu de conversion et de la transcription de la cassette. Les originaux restaient en sécurité chez Margaret. Nathan a proposé d'attendre dans le bâtiment. Je lui ai dit qu'Émilie avait demandé à se rencontrer seule. Il ne s'est pas disputé, mais il m'a fait promettre d'appeler quand la réunion se terminerait. Avant que je ne parte, Margaret se tenait près de la porte d'entrée avec la carte aux 2 oiseaux encore dans sa pochette. « Je sais ce que tu veux d'elle, » a-t-elle dit. « Tu veux qu'elle voie les preuves et comprenne tout. Je veux qu'elle arrête de faire semblant qu'elle n'a jamais eu de raison de remettre maman en question. Elle apportera peut-être quelque chose que tu ne veux pas voir. » J'ai déjà vu la phrase. Une phrase est plus facile à haïr qu'une personne entière. J'ai failli dire à Margaret qu'elle avait perdu le droit de me conseiller sur la vérité. La pensée était cruelle, et une partie de moi voulait quand même la dire. Au lieu de cela, je lui ai dit que j'avais besoin de temps avant de pouvoir décider à quoi ressemblait notre relation après ce jour. Margaret a hoché la tête. Tu peux m'aimer et être quand même en colère contre moi. Émilie est arrivée avec 9 minutes de retard par la paroi en verre. Je l'ai regardée descendre le couloir en portant un sac de travail en cuir contre son flanc. Elle portait un pantalon sombre et un chemisier blanc froissé par le voyage. Il n'y avait pas de mère à côté d'elle, pas de père appelant à l'avance, et aucun sourire soigné de la campagne du Costa Rica. Elle est entrée sans m'embrasser et a pris la chaise en face de la table. J'ai placé mon dossier entre nous, mais elle ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, elle a ouvert son sac et a retiré une photographie imprimée de la lettre que j'avais écrite quand j'étais adolescente. Elle a placé la page devant moi et a tapé du doigt sur la phrase qui nous avait hantés toutes les deux. J'ai lu ceci quand j'avais 17 ans, a dit Émilie, et je l'ai rendu à maman. J'ai regardé la photographie imprimée sous sa main. L'image ne montrait qu'une partie de la lettre, mais je pouvais en voir assez pour reconnaître l'encre bleue, le papier ligné et la phrase que notre mère avait conservée comme si c'était la seule chose que j'ai jamais écrite. Les doigts d'Émilie reposaient près du rebord de la page sans toucher mon écriture. Il n'y avait pas d'excuse dans son expression, seulement le regard méfiant de quelqu'un qui s'attendait à être accusé et était arrivé préparé à se défendre. J'ai fermé le dossier que j'avais apporté et je lui ai dit que nous avions besoin d'une règle avant que l'une ou l'autre ne continue, nous ne parlerions que de ce que nous avions personnellement vu, entendu, écrit ou fait. Aucune de nous ne répéterait quelque chose que maman ou papa avait dit comme si c'était un fait établi. Émilie s'est réinstallée dans sa chaise. Cette règle aurait été utile il y a environ 20 ans. Oui, ai-je dit, elle l'aurait été. Elle a regardé vers la paroi en verre de la salle de réunion où des gens passaient dans l'espace de travail partagé en portant du café et des ordinateurs portables. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait partir. Au lieu de cela, elle a pris une respiration et m'a dit que lorsqu'elle avait 17 ans, elle était allée dans la chambre de notre mère chercher une demande de passeport. Dans le tiroir du bas du bureau de Carole, sous des dossiers fiscaux et de vieilles garanties, elle avait trouvé 3 enveloppes avec mon écriture dessus. 2 avaient été ouvertes, la 3e était encore scellée. Elle avait lu celle du dessus parce que mon nom n'était pas à l'extérieur, seulement le sien. Elle mentionnait la chanson d'anniversaire, a dit Émilie, celle sur la cassette. Je me souvenais de cette lettre, j'avais écrit que je chantais toujours la mauvaise harmonie parce qu'elle riait quand je ratais la note haute. J'avais demandé si elle se souvenait des 2 oiseaux qu'elle dessinait sur chaque carte d'anniversaire. Je lui avais dit que j'étais désolé d'avoir quitté la maison sans dire au revoir correctement, bien que je n'ai pas compris alors que mes parents avaient tout organisé pour que je ne revienne jamais. « Que as-tu fait après l'avoir lu ?» ai-je demandé. J'ai pris des photos de quelques pages avec mon téléphone, puis j'ai porté les lettres en bas et demandé à maman pourquoi elle les avait. La voix d'Émilie est devenue plus basse lorsqu'elle a décrit ce qui s'était passé ensuite. Carole n'avait pas nié avoir caché les lettres, elle s'était assise à la table de la cuisine et avait commencé à pleurer. Elle avait dit à Émilie que je n'écrivais que lorsque je voulais perturber la famille, que je m'en prenais à David parce qu'il maintenait le mariage uniment, et que chaque fois que je réapparaissais, nos parents se disputaient pendant des semaines.
Puis elle avait demandé à Émilie si elle voulait être responsable d'une autre séparation, elle avait dit que papa était presque parti à cause de moi avant. Elle a dit que si j'encourageais le contact, je pourrais enfin le pousser dehors. Et tu la croyais? J'avais 17 ans. Tu avais 17 ans quand tu as eu peur, ai-je dit. Tu en as 31 maintenant. Son visage s'est durci. Alors ça efface ce qu'elle a fait? Non, ça explique pourquoi tu as rendu les lettres. Ça n'explique pas les 14 années suivantes. La chaise d'Émilie a bougé contre le sol. Elle a dit, tu n'as aucune idée de ce que c'était que de grandir dans cette maison après ton départ. David devenait silencieux dès que ton nom était évoqué, Carole pleurait pendant des heures et faisait ensuite comme si rien ne s'était passé. Émilie avait appris que poser des questions sur moi pouvait ruiner tout un week-end. Elle avait gardé les photographies dans un vieux dossier lorsqu'elle avait changé de téléphone, mais elle avait cessé de les ouvrir parce que chaque fois qu'elle le faisait, elle se sentait déloyale envers quelqu'un. Tu as été manipulée, ai-je dit. Je le crois. Mais tu as aussi répété leur version après être devenue assez grande pour la remettre en question. Tu as dit aux gens que je t'avais abandonné, tu as utilisé cette histoire dans la campagne de ton entreprise, tu as séché mon mariage après avoir su la date pendant presque 1 an. J'avais un contrat. Tu avais d'autres dates. Ses yeux ont vacillé, confirmant qu'elle savait que j'avais vu les emails de planification. Elle a dit que les week-ends alternatifs lui auraient coûté le sponsor et que maman avait insisté sur le fait que je comprendrais. Je lui ai rappelé qu'elle n'avait jamais demandé si je comprenais, elle avait envoyé un message disant que mon mariage ne pouvait pas arrêter la vie de tout le monde, puis était montée dans l'avion. Émilie a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Tu veux que je dise que je les ai choisis. Je veux que tu dises que tu as fait un choix. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes, et j'ai pu voir le moment où elle a cessé d'essayer de devenir complètement innocente. J'en ai fait un, a-t-elle dit. J'ai choisi le voyage. Je me suis dit que c'était du travail, mais une partie de moi voulait que tu saches ce que ça faisait quand quelqu'un choisissait une autre vie au lieu de toi. L'aveu a fait mal, mais il était plus propre qu'une autre excuse. J'ai demandé si elle avait jamais envisagé que je n'avais pas choisi une autre vie. Elle a dit que la pensée lui était venue après avoir trouvé les lettres, mais remettre en question nos parents signifiait remettre en question tout ce qui l'avait fait se sentir en sécurité. Elle avait été la fille qui était restée, la fille qui les soutenait, la fille pour laquelle ils se déplaçaient. Si je n'étais pas parti de mon plein gré, alors une partie de ce qu'Émilie avait reçu avait été bâtie sur mon retrait. Tu as bénéficié de l'histoire, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu. Elle n'a pas ajouté qu'elle avait été jeune, effrayée ou confuse, pour la première fois, elle a laissé le mot rester seul. J'ai ouvert mon dossier et fait glisser des copies des enveloppes retournées, des autorisations de prise en charge et de l'accord de contact privé de l'autre côté de la table. Émilie a lu chaque page sans parler. Lorsqu'elle a atteint la signature de Margaret, elle a levé les yeux brusquement. J'ai expliqué que Margaret et Thomas avaient accepté de restreindre le contact parce que Carole menaçait de me retirer de leur maison et de m'envoyer dans un programme résidentiel. Je lui ai aussi dit que Margaret m'avait caché l'accord après que je suis devenu adulte. Alors tout le monde a décidé pour nous, a dit Émilie. Oui, et ensuite nous les avons aidés en refusant de nous poser assez de questions. Ses sourcils se sont levés. Tu t'inclus maintenant? J'ai pensé au café quand j'avais 25 ans. Émilie avait apporté la photographie de ma lettre et l'avait poussée de l'autre côté de la table exactement comme elle l'avait fait aujourd'hui. J'avais vu la phrase sur le fait qu'elle soit plus heureuse sans moi, je l'avais entendu dire que j'avais abandonné la famille et j'étais sorti avant qu'elle ne puisse expliquer d'où venait la page. Pendant des années, j'avais décrit cette sortie comme le moment où je m'étais enfin protégé. Assise en face d'elle à nouveau, je pouvais admettre que j'avais aussi eu peur. Je suis parti parce que je pensais que la réponse suivante prouverait que tu me détestais, ai-je dit. Je n'ai pas demandé pourquoi maman avait la lettre, je n'ai pas demandé si tu avais vu le reste. J'ai décidé que partir la première était préférable à t'entendre me rejeter. Tu fais toujours ça. La phrase m'a irrité parce qu'elle était vraie. Je lui ai dit que m'éloigner m'avait protégé quand j'étais jeune, mais que j'en avais fait une habitude. Émilie a dit que mon silence avait souvent semblé être une punition, comme si je m'attendais à ce qu'elle découvre les excuses correctes sans qu'on lui dise ce dont j'avais besoin. Je voulais argumenter qu'elle n'avait jamais mérité d'instruction pour réparer la relation, au lieu de cela, j'ai écrit le point dans la marge de ma chronologie. Nous ne nous sommes pas pardonnés dans cette pièce, nous avons créé des règles, tout message,
email ou appel de Carole ou David qui mentionnerait l'autre sœur serait transféré exactement comme reçu dans les 24 heures. Pas de résumé, pas d'assurance privée qu'un parent pensait bien. Aucune de nous n'exigerait de réponse émotionnelle immédiate après avoir envoyé des preuves. Si l'une de nous avait besoin d'espace, nous dirions combien de temps au lieu de disparaître. L'arrangement n'était pas de la confiance, c'était un test conçu pour empêcher nos parents de bâtir deux réalités différentes entre nous. Émilie a photographié les règles. Que se passe-t-il si l'une de nous les brise? L'autre arrête de partager des informations. Ça te ressemble bien. C'est probablement le cas. Un faible sourire a touché son visage, mais a disparu avant que l'une ou l'autre puisse le prendre pour de la réconciliation. Nous avons remballé nos copies séparément. Émilie n'a rien pris de mon dossier et je n'ai pas demandé les photographies sur son téléphone. Lorsque nous avons quitté la pièce, elle a marché vers l'ascenseur tandis que je restais près des fenêtres pour appeler Nathan. Mon père a appelé en premier. J'ai répondu sur haut-parleur et lui ai dit qu'Émilie venait de partir. Il a immédiatement dit qu'elle utilisait la crise familiale pour protéger son entreprise. Selon lui, Émilie avait toujours été ambitieuse, et maintenant que le sponsor risquait de remettre en question sa campagne, elle dirait n'importe quoi pour avoir l'air d'avoir été trompée. Il m'a averti de ne pas la laisser me tourner contre les seules personnes qui s'étaient constamment souciées de moi. Pendant qu'il parlait, mon téléphone a vibré avec une capture d'écran d'Émilie. David lui avait envoyé un SMS en même temps. Aaron attendait une occasion de détruire cette famille. Ne la laisse pas utiliser ton entreprise comme arme. J'ai fixé les deux versions sur mon écran. Dans l'une, Émilie me manipulait, dans l'autre, je manipulais Émilie. Mon père n'avait même pas attendu que nous atteignions nos voitures avant d'essayer de reconstruire le mur entre nous. Je dois y aller, lui ai-je dit. Aaron, écoute-moi avant que ta sœur. J'ai mis fin à l'appel et j'ai transféré à Émilie une capture d'écran de mon journal d'appel avec un résumé de ses mots exacts. Elle a répondu avec le fil de discussion complet, y compris l'horodatage. Pour la première fois, la stratégie de mon père a échoué avant d'avoir eu le temps de s'installer chez l'une ou l'autre. Ce soir-là, un email est arrivé de sa part avec pour objet, mon compte rendu honnête. Il écrivait qu'il n'avait jamais su que Carole gardait mes lettres, n'avait jamais ordonné à quiconque d'utiliser la peur d'Émilie contre moi, et avait toujours cru que je préférais vivre avec Margaret. Il proposait de répondre à toute question par écrit parce que, comme il le disait, les faits importaient plus que l'émotion. J'ai sauvegardé l'email sans répondre, puis j'ai ouvert le fichier le plus récent du service de conversion de cassettes. Il provenait d'une micro-cassette retirée de l'ancien répondeur de mes parents et emballée dans le coffre en cèdre lors de leur déménagement. L'enregistrement a commencé par un bip mécanique, suivi de la voix de l'homme qui venait de prétendre ne rien savoir. « Carole, disait mon père, Aaron reste là où elle est. Si tu dois lui dire qu'Émilie a peur d'elle. Aaron écoute quand ça concerne sa sœur. Margaret peut continuer à gérer l'école et les rendez-vous jusqu'à ce que nous décidions que cet arrangement est terminé. Je ne rentre pas à la maison pour une autre dispute à ce sujet. » Il y a eu une pause, le son de papier qu'on déplaçait, puis une dernière phrase, « Si Aaron pense qu'elle protège Émilie, elle ne nous combattra pas, l'enregistrement s'est terminé. » Mon père n'avait pas simplement été d'accord avec la décision de ma mère, il avait compris exactement ce qui me ferait coopérer. À 13 ans, j'aurais combattu les punitions, les accusations et les menaces, je n'aurais pas combattu une sœur de 6 ans qui disait avoir peur de moi. David avait transformé la partie de moi qui aimait le plus Émilie en la serrure de ma propre cage. Nathan se tenait à côté de la table de la salle à manger pendant que je photographiais la microcassette, sa pochette numérotée et le reçu de conversion. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas déjà envoyé le fichier à Émilie, Margaret et chaque parent que mes parents avaient contacté. 4 mois plus tôt, j'aurais pu appeler mon hésitation de la faiblesse. À ce moment-là, je comprenais que je choisissais l'ordre dans lequel la vérité se déplaçait. Mon père a écrit cet email sans savoir que j'avais ceci, ai-je dit. Je veux que son déni soit préservé exactement comme il l'a donné. Nathan a hoché la tête. Tu veux le mensonge à côté de la preuve. Je veux que personne ne puisse prétendre qu'il était confus après avoir entendu la bande. J'ai sauvegardé le fichier audio original dans 3 emplacements et j'ai exporté une copie d'écoute. J'ai placé l'email de David, la transcription du message vocal, les photographies et la documentation de conversion dans le même dossier. Je ne l'ai pas envoyé sur le groupe de discussion familiale. J'avais passé la majeure partie de ma vie à réagir à la version qui m'atteignait en premier, cette fois, je ne laisserai pas la colère décider de la séquence. Ma mère a envoyé un SMS avant midi.
Son message ne mentionnait pas la cassette parce qu'elle ne savait pas encore quels enregistrements avaient été récupérés. Au lieu de cela, elle écrivait que David l'avait forcée à choisir entre maintenir le mariage intact et me ramener à la maison. Elle disait qu'elle avait été terrifiée qu'il ne parte, ne prenne Emily et ne l'abandonne comme son propre père avait abandonné sa famille. Elle terminait en disant qu'elle espérait que je pourrais comprendre qu'elle avait été une femme effrayée essayant de protéger 2 filles sans bonnes options. J'ai lu le message attentivement, elle admettait la peur, elle admettait l'ultimatum de David, elle n'admettait pas avoir renvoyé mes lettres, conservé les cartes d'Emily, dirigé l'enregistrement d'anniversaire ou continué le mensonge pendant des années après que je suis devenu adulte. Même dans la confession, Carole sélectionnait la plus petite période de responsabilité et essayait de placer tout le reste à l'extérieur. J'ai répondu par une question, quand as-tu cessé d'être forcé? L'indicateur de saisie est apparu, a disparu et est revenu. 10 minutes se sont écoulées sans réponse. 1 heure plus tard, elle a envoyé une photographie d'elle et d'Emily quand Emily avait 8 ans, comme si une photo de famille pouvait répondre de 15 ans de courrier intercepté. Je l'ai sauvegardée avec le reste et n'ai pas répondu. Emily est venue chez moi cet après-midi-là. Elle s'est assise au bout de la table de la salle à manger, portant toujours le bracelet en argent que mon père lui avait offert pendant le voyage au Costa Rica. J'ai expliqué où la microcassette avait été trouvée, lui ai montré le reçu de conversion et l'ai laissé appuyer elle-même sur lecture. Elle a écouté une fois sans bouger, puis a demandé à l'entendre à nouveau. Lors de la 2e lecture, elle a fermé les yeux quand David a dit que sa peur m'empêcherait de me battre. Elle n'a pas pleuré et ne m'a pas demandé de la réconforter. Lorsque l'enregistrement s'est arrêté, elle a détaché le bracelet de son poignet et l'a posé à côté de l'ordinateur portable. Il disait toujours que maman était celle qui était émotive, a-t-elle dit. Il disait qu'il restait en dehors de ça parce qu'il ne voulait pas aggraver les choses. Il restait assez loin pour le nier. Emily a regardé l'écran sombre. Maman portait le mensonge, il lui donnait des instructions. Je lui ai parlé de l'email de David et lui en ai envoyé une copie. Elle a lu son déni tout en étant assise en face de la preuve qui le réfutait. Quelques minutes plus tard, elle a transféré le message vocal à nos 2 parents avec une question, quelle partie de ceci allez-vous prétendre ne pas vous rappeler? Mon père a appelé immédiatement. Emily l'a mis sur haut-parleur sans l'avertir que j'étais dans la pièce. David a dit que le message manquait de contexte, qu'il répondait à la panique de Carole et qu'il ne pouvait pas se souvenir de chaque mot prononcé lors d'une crise familiale 25 ans plus tôt. Emily a demandé si la voix était la sienne. Il a dit que ce n'était pas la question. C'est la première question, a-t-elle répondu. David a glissé vers sa défense habituelle, Carole lui avait dit que j'étais instable, Carole avait contrôlé les lettres, Carole avait exagéré la peur d'Emily. Il a dit qu'il avait fait confiance à sa femme et regrettait de ne pas avoir posé plus de questions. Ma mère a appelé Emily pendant que David parlait encore. Nous avons mis fin à son appel et répondu au sien. Carole avait déjà appris qu'il la blâmait, elle a envoyé une capture d'écran d'une ancienne sauvegarde de téléphone montrant un message que David avait écrit des années après mon départ, si Aaron revient dans la vie d'Emily, j'en ai fini. Je ne revivrai pas ce chaos. En moins d'1 heure, mes parents s'envoyaient des preuves l'un contre l'autre. Carole transférait des messages sur les menaces de départ de David, David envoyait des notes prétendant que Carole avait refusé de le laisser me contacter. Chacun voulait que nous déclarions l'autre comme le véritable architecte de ce qui s'était passé. J'ai répondu à tous les 2 avec les mêmes mots, je conserverai tout ce qui est pertinent que vous m'enverrez. Je n'aiderai aucun de vous à utiliser la vérité sur l'autre pour échapper à sa propre responsabilité. Aucun des 2 ne m'a répondu directement. David a envoyé une autre explication à Emily, Carole a appelé Margaret et lui a dit qu'elle avait finalement décidé de raconter toute l'histoire. L'alliance qui avait survécu en gardant 2 filles séparées commençait à se briser maintenant que ces filles comparaient chaque message. Ce soir-là, Emily a laissé le bracelet sur ma table. Je lui ai dit qu'elle l'avait oublié, mais elle a dit qu'elle savait où il était. Je l'ai placé dans une enveloppe au lieu de le jeter, c'était encore sa propriété, et j'en avais fini de prendre des décisions pour elle simplement parce que je croyais comprendre ce qu'un objet signifiait. Après son départ, j'ai ouvert mes emails professionnels pour traiter quelques messages avant le dîner. Près du haut se trouvait un message du service de conformité de la marque chez North Star Family Escape. L'expéditeur expliquait qu'Emily n'avait pas été en mesure de fournir une autorisation signée autorisant l'utilisation de mon image d'enfance et de mon histoire familiale personnelle dans leur campagne. Elle leur avait donné mon adresse professionnelle publique pour qu'ils puissent me contacter directement.
L'email se terminait par 2 questions, avais-je jamais consenti à l'utilisation de mes photographies, et avais-je jamais déclaré m'être volontairement éloigné de ma famille? J'ai lu les questions de North Star 2 fois avant de répondre. L'email n'accusait pas Emily de mentir ni ne me demandait d'exposer ma famille, il expliquait qu'un message de campagne programmé contenait une photographie d'enfance sur laquelle j'étais clairement identifiable. Accompagné d'une histoire personnelle sur une sœur qui avait volontairement quitté la famille. Quelqu'un avait commenté sous un message précédent que Carol et David avaient séché mon mariage pour rejoindre le voyage d'Emily, et la contradiction avait déclenché un examen de routine de la marque. Sous le contrat d'Emily, chaque personne identifiable devait consentir à l'utilisation de son image, et les histoires personnelles présentées comme factuelles devaient être étayées. Un deuxième email est arrivé d'Emily moins de 10 minutes plus tard. Elle joignait une autorisation permettant à Keepsake Journée et à North Star d'utiliser mes photographies d'enfance, mon contexte familial et mon image dans des documents promotionnels actuels et futurs. Le formulaire était daté du jour même, bien que la campagne ait déjà commencé. Emily me demandait de le signer rapidement parce que la conformité avait suspendu les messages restants. Elle ajoutait que donner à North Star mon email professionnel était le seul moyen de les empêcher de contacter des gens au hasard. Tu pourrais les arrêter en leur disant la vérité, ai-je répondu. Elle a appelé immédiatement. Emily a dit que la campagne n'avait jamais utilisé mon nom complet et que la photographie d'enfance appartenait à notre mère. Je lui ai rappelé que la propriété d'une photographie physique ne lui donnait pas la permission d'utiliser mon visage ni d'inventer mon histoire. Elle a insisté sur le fait que l'histoire n'était pas inventée parce que tout le monde dans la famille avait cru que j'avais choisi de partir. J'ai demandé si elle le croyait encore après avoir lu les lettres, entendu les bandes et vu les documents annuels de prise en charge. Son silence a duré assez longtemps pour me répondre. North Star me demandait de confirmer seulement 3 choses, si je m'étais séparé volontairement de ma famille, si j'avais accepté l'utilisation de mon image et de mon histoire, et si mes parents connaissaient la date de mon mariage avant de choisir le voyage au Costa Rica. Je leur ai dit que je répondrais après avoir examiné les dossiers pertinents. Ils ont accusé réception de la demande et dit que le processus interne pourrait prendre plusieurs semaines. Personne n'a menacé Emily, promis d'annulation ni demandé de détails privés au-delà de ceux connectés à la campagne. Emily est venue chez moi ce soir-là avec son ordinateur portable. Sous notre nouvelle règle, elle m'a montré le fil de discussion de planification au lieu de le résumer. North Star avait proposé 3 week-ends possibles pour le lancement au Costa Rica, le premier entrait en conflit avec un autre voyage client, le deuxième aurait obligé Emily à reporter une réservation plus petite, le troisième était le week-end de mon mariage. Ma mère avait répondu la première, c'est ton moment. Aaron a déjà eu assez d'attention avec le mariage. Mon père avait suivi, elle se mariera, qu'on soit là ou pas. La réponse d'Emily apparaissait sous les 2 messages, confirmant le 3e week-end. Aucune compagnie aérienne ne les avait piégés, aucune réservation non remboursable n'existait avant le choix. Emily avait sélectionné la date en sachant exactement ce qu'elle signifiait, et mes parents l'avaient encouragée parce qu'ils supposaient que j'absorberais l'insulte silencieusement. Je peux expliquer les raisons commerciales, a dit Emily. Tu l'as déjà fait, tu voulais le sponsor. J'ai 6 employés à temps plein, Aaron. North Star finançait 6 mois d'expansion. S'il libère le paiement suivant, je peux garder tout le monde jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Attends. Ne signe pas l'autorisation si tu ne veux pas, mais attends avant de leur envoyer quoi que ce soit. Laisse le versement suivant s'effectuer, puis je corrigerai la campagne silencieusement. Je l'ai regardée de l'autre côté de ma table de salle à manger. Elle n'avait plus 6 ans à répéter les mots de notre mère, ni 17 ans à être effrayée par des menaces de divorce, c'était une propriétaire d'entreprise de 31 ans qui me demandait de laisser une histoire fausse rester rentable jusqu'à ce qu'elle ait assez payé. Tu veux qu'il libère de l'argent sur la base d'informations que tu sais maintenant être inexactes. Je veux du temps pour protéger des gens qui n'ont rien à voir avec notre famille. Tes employés ne sont pas responsables, mais moi non plus. Ma mère a appelé pendant qu'Emily était encore là. Carol a dit que North Star l'avait contacté et que je devais arrêter de traiter un malentendu familial comme une fraude d'entreprise. Lorsque j'ai refusé de signer, elle est revenue à l'argument qu'elle utilisait depuis que j'avais 13 ans, « Tu as déjà perdu cette famille », a-t-elle dit. As-tu vraiment besoin de faire perdre son avenir à Emily aussi? La phrase a effacé 25 ans, une fois de plus, ma sécurité, ma voix et mes choix étaient présentés comme des luxes dangereux qu'Emily ne pouvait pas se permettre. À 13 ans, j'étais resté à l'écart parce que je croyais que ma présence lui ferait du mal, à 38 ans,
on me demandait de la laisser vendre ce même mensonge parce que le corriger pourrait faire du mal à son entreprise. Je ne lui prends pas son avenir, ai-je dit. Je refuse de la laisser le bâtir à partir de mon passé. Carole a commencé à pleurer. J'ai mis fin à l'appel avant que ses larmes ne deviennent une autre instruction. La colère a rendu mes décisions suivantes plus rapides que la sagesse. J'ai ouvert un nouvel email pour North Star et tout joint, les autorisations de prise en charge, les lettres retournées, le message vocal de mon père, le fil de planification. La cassette d'enfance d'Émilie et la photographie de la lettre où j'avais écrit qu'elle serait peut-être plus heureuse sans moi. Je voulais que le réviseur voie chaque détail et comprenne qu'aucune de nous n'avait inventé notre douleur. Nathan est entré pendant que j'examinais les pièces jointes. Il a lu les noms de fichiers sans toucher le clavier. Qu'est-ce que l'enregistrement d'une enfant de 6 ans prouve sur les décisions d'Émilie en tant qu'adulte, a-t-il demandé. Que maman l'a dirigé. Alors envoie des preuves des actions de ta mère. Pourquoi envoyer Émilie en train de pleurer? J'ai regardé la photographie de ma lettre d'adolescente. Ça montre comment ils ont aussi utilisé mes mots. Ça fait aussi confesser à une fille de 13 ans quelque chose qu'elle regrette déjà. Il ne me demandait pas de protéger Émilie des conséquences, il demandait si je voulais exposer 2 enfants blessés parce que j'étais en colère contre les adultes qu'elles étaient devenus. J'ai retiré la cassette et la photographie de la lettre. Mes parents avaient utilisé nos voix d'enfance comme des armes, une fois de plus, je ne remettrai pas ces armes à une entreprise. Le paquet que j'ai finalement envoyé était plus étroit et plus fort, il contenait l'autorisation de prise en charge et les renouvellements annuels, des lettres sélectionnées avec des cachets postaux et les instructions manuscrites de ma mère. Le message vocal de David avec la documentation de conversion, le carton de réservation, les 3 options de planification et les emails montrant que tous les 3 avaient sciemment sélectionné le week-end de mon mariage. J'ai déclaré que je n'avais jamais consenti à l'utilisation de mon image ou de mon histoire et n'avais jamais abandonné volontairement ma famille. Je n'ai pas demandé à North Star d'annuler quoi que ce soit, je leur ai demandé de corriger leur dossier et de cesser de m'utiliser. La conformité a confirmé la réception et répété que l'examen prendrait plusieurs semaines. Émilie est partie sans me demander de la défendre, mais elle ne m'a pas non plus remercié d'avoir retenu l'enregistrement d'enfance. Nous n'étions pas assez proches pour que la gratitude vienne facilement. Le lendemain après-midi, 4 parents avaient appelé. Carole avait dit à l'un que j'avais monté les enregistrements, à un autre que Margaret essayait de voler l'entreprise d'Émilie, à un troisième que j'avais exigé de l'argent de North Star, et à un quatrième que je punissais mes parents pour avoir raté un dîner. J'ai ouvert un nouveau dossier à côté du fichier du sponsor. Pour la première fois, je n'ai pas organisé les preuves par personne, émotion ou accusation, je l'ai nommé pour la seule chose que ma famille n'avait jamais été obligée de partager, une seule version. Je n'ai pas envoyé le dossier à chaque parent dont je pouvais trouver l'adresse, je l'ai envoyé seulement aux personnes que Carole ou David avaient déjà contactées, parce que c'étaient les personnes à qui l'on demandait de répéter des affirmations sur moi. Le message au-dessus du lien était bref, je ne demande à personne de choisir un côté. Je vous demande d'arrêter de répéter une histoire que vous savez maintenant être incomplète. Tout ce qui est inclus ici concerne des décisions prises par des adultes, et chaque document peut être tracé jusqu'à sa source originale. Le dossier contenait les autorisations annuelles de prise en charge, des enveloppes retournées sélectionnées portant l'écriture de ma mère, le message vocal de mon père, son déni écrit ultérieur. Le carton de réservation et le fil de mai montrant comment ils avaient choisi le week-end du Costa Rica. Il ne contenait pas l'enregistrement d'enfance d'Émilie ni la lettre que j'avais écrite à 13 ans, cela appartenait à 2 filles effrayées qui avaient déjà été assez utilisées. Je voulais que les adultes de ma famille soient jugés sur leurs actions d'adultes, pas protégés ou condamnés par des mots que des enfants avaient prononcés sous la pression. Les réponses ne sont pas arrivées comme une vague dramatique. Ma cousine Rachel s'est excusée d'avoir répété l'affirmation de Carole selon laquelle j'avais exigé de l'argent de North Star. Un oncle a écrit que les parents faisaient parfois des choix impossibles et m'a demandé d'envisager le pardon, bien qu'il ait admis n'avoir jamais vu les documents auparavant. La sœur aînée de ma mère n'a rien dit pendant 4 jours, puis a demandé directement à Émilie si elle avait su la date de mon mariage avant de choisir le voyage. Émilie a répondu oui sans ajouter d'excuses, ce petit changement importait plus que n'importe quelle dénonciation publique. Les parents ont commencé à nous poser des questions au lieu d'appeler ma mère pour obtenir des explications. Quand Carole a dit que Margaret m'avait manipulé, quelqu'un a contacté Margaret, quand David a dit n'avoir jamais été au courant des lettres. Quelqu'un lui a transféré ses propres mots enregistrés. Mes parents parlaient toujours, mais ils n'étaient plus les seules personnes autorisées à définir ce qui s'était passé. À la fin du mois de mai,
Carole et David vivaient séparés depuis plusieurs jours. Ma mère restait chez une amie à l'extérieur de Raleigh tandis que mon père restait dans leur maison et disait aux parents qu'elle était devenue instable sous la pression. Carole a répondu en transférant d'anciens messages dans lesquels il menaçait de partir si je revenais dans la famille. Leur mariage avait survécu pendant 25 ans parce qu'ils s'étaient mis d'accord sur qui porterait le blâme. Une fois que chacun a réalisé que l'autre pouvait le sacrifier, cet accord a disparu. Ils sont arrivés chez Margaret le même après-midi sans s'être dit qu'ils venaient. David est entré le premier avec un bloc-notes sous le bras comme s'il s'était préparé pour une réunion d'affaires. Carole est arrivée 7 minutes plus tard, s'est arrêtée lorsqu'elle a vu sa voiture et l'a accusé d'avoir organisé une embuscade. Margaret n'a offert de café à aucun des deux. Thomas a fermé la porte d'entrée et Nathan s'est assis à côté de moi à la table de la salle à manger sans parler. J'avais placé les preuves par ordre chronologique, la première autorisation de prise en charge venait avant la restriction de contact, les lettres retournées venaient ensuite, suivies du message vocal, des messages ultérieurs, du fil de planification du mariage et de leur déni écrit. Je n'ai pas demandé pourquoi ils avaient fait quoi que ce soit jusqu'à ce qu'ils aient confirmé ce qu'ils avaient fait. Carole a admis que l'écriture sur les enveloppes était la sienne, elle a dit qu'elle avait retourné les lettres parce qu'Emily devenait anxieuse dès que j'étais mentionné. David a admis que la voix sur le message vocal était la sienne, mais a insisté sur le fait qu'il répondait à des informations que Carole lui avait données. Lorsque j'ai placé son déni par email à côté de la transcription, il a dit qu'il avait oublié la formulation exacte après 25 ans. Je lui ai rappelé qu'il n'avait pas écrit « je ne me souviens pas », il avait écrit qu'il n'avait jamais suggéré d'utiliser la peur d'Emily. Ma mère a saisi l'ouverture et a dit que David avait menacé de partir à moins que je ne reste chez Margaret. Mon père a répondu que Carole avait contrôlé le courrier et continué la séparation longtemps après qu'il a cessé de prêter attention. Il parlait à travers moi, chacun transformant mon enfance en preuve contre l'autre. Je les ai laissés continuer jusqu'à ce qu'ils aient répété chaque défense déjà conservée dans le dossier, puis j'ai fermé la première page. David a conçu la méthode, ai-je dit. Carole l'a exécutée et maintenue. Aucun de vous n'a arrêté quand j'ai eu 18 ans, aucun de vous n'a arrêté quand Emily est devenue adulte. Vous ne pouvez pas utiliser la culpabilité de l'autre personne comme preuve de votre propre innocence. Le visage de Carole a changé lorsqu'elle a réalisé que je ne sélectionnerais pas un vilain pour libérer l'autre. Elle s'est tournée vers Emily, qui était entrée silencieusement pendant la dispute et était restée près de la porte. Ma mère a dit que l'examen de North Star pourrait coûter $70 000 à Emily, endommager 6 employés et détruire une entreprise qu'elle avait passé des années à bâtir. Elle m'a dit qu'il était encore temps de clarifier que la campagne avait été basée sur un malentendu familial. Emily s'est avancée vers la table et s'est tenue à côté de moi. « N'utilise pas mes employés pour faire mentir Aaron, a-t-elle dit. Carole l'a fixé. « J'essaie de sauver ton avenir. » Non, tu utilises mon avenir de la façon dont tu as utilisé ma peur. Ma mère a commencé à pleurer, mais Emily n'a pas détourné le regard. Elle a dit qu'elle avait choisi le week-end du mariage, signé la déclaration d'exactitude et répété une histoire qu'elle n'avait jamais correctement vérifiée. La décision de North Star affecterait son entreprise à cause de ses choix d'adulte, pas parce qu'Aaron avait ouvert une boîte. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner ni de la défendre, elle a seulement dit à Carole d'arrêter de parler en son nom. David s'est réinstallé comme si l'aveu d'Emily prouvait qu'il avait été moins responsable. Je lui ai donné une dernière opportunité. Excuse-toi auprès de moi sans mentionner maman, ai-je dit. Dis-moi ce que tu as fait, pas ce qu'elle t'a fait faire. Il a regardé la transcription du message vocal, puis moi. Je suis désolé, mais ta mère m'avait convaincu que. J'ai fermé le dossier. Tu n'es pas prêt, ai-je dit. Il m'a accusé de fixer un standard impossible. Je lui ai dit que le standard était une phrase de responsabilité sans utiliser sa femme comme bouclier, il n'a pas pu la produire. David avait passé des années à s'appeler le parent calme parce que Carole exécutait la plupart des dégâts visibles, même avec sa propre voix sur la table, il croyait encore que la distance par rapport à l'acte signifiait la distance par rapport au blâme. La réunion s'est terminée sans réconciliation. Carole est partie la première, ne portant rien d'autre que son sac à main parce que je n'ai permis à aucun des deux parents de retirer ou de photographier les originaux. David est resté assez longtemps pour dire à Emily qu'elle regretterait de se dresser contre la famille. Elle a répondu que la famille n'était pas censée exiger que deux sœurs restent ennemies pour que leurs parents puissent rester à l'aise. North Star a terminé son examen vers la fin du mois de juin, presque 6 semaines après son premier email.
L'entreprise n'a pas jugé le mariage de mes parents ni décidé quel souvenir d'enfance était moralement correct. Son équipe de conformité a conclu que la campagne avait utilisé une image identifiable sans mon consentement. Présenter des affirmations personnelles contestées comme des faits vérifiés et continuer après qu'Emily savait que ces affirmations étaient inexactes. North Star a résilié la campagne actuelle en vertu de ses dispositions sur le consentement, l'exactitude et le risque de réputation. Keepsake Journée a dû retourner environ 70 000 $ de fonds d'expansion non utilisés, mais North Star n'avait aucun pouvoir de fermer l'entreprise d'Emily ni de licencier ses employés. Les messages mettant en vedette mes parents ont été retirés, et le contenu restant axé sur la famille a été suspendu. Emily a gardé ses 6 employés en annulant l'expansion, en réduisant son propre salaire et en revenant à des voyages clients plus petits. Pour achever le retrait de la campagne inexacte et protéger l'entreprise qui lui restait, elle a publié une correction dans ses propres mots. Elle déclarait que je ne m'étais pas éloigné volontairement de notre famille, que je n'avais pas autorisé l'utilisation de mon image d'enfance. Et qu'elle avait répété une histoire qu'elle n'avait pas vérifiée avant de l'utiliser commercialement. Je n'ai pas écrit la déclaration pour elle, North Star a vérifié seulement les parties connectées à sa campagne, et Emily a laissé le reste sans l'embellir. Les excuses n'étaient pas magnifiques, mais elles étaient les siennes. Après l'avoir publiée, Emily est venue chez moi et a demandé pourquoi j'avais retenu l'enregistrement d'elle à 6 ans. Je lui ai dit, parce que tu étais une enfant. Ils ont utilisé ta voix contre moi une fois, je ne l'utiliserai pas contre toi maintenant. Alors pourquoi as-tu envoyé le reste, a-t-elle demandé. Parce que tu n'étais pas une enfant quand tu as vendu leurs mensonges. Emily a baissé les yeux, puis a hoché la tête. Elle ne m'a pas traité de cruel, et je n'ai pas adouci la réponse, la miséricorde n'exigeait pas de faire semblant que l'âge adulte n'était jamais arrivé. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message de Carole. Elle écrivait, « Cette famille s'effondre à cause de toi. » J'ai fixé la phrase pendant un long moment, pensant aux chaises vides, aux coffres verrouillés et aux années où j'avais pris la disparition pour de la paix. Puis j'ai placé mes doigts sur l'écran et j'ai commencé à taper ma réponse finale. J'ai tapé « Non ». Cette famille était maintenue unie par ma disparition, et j'ai cessé de disparaître. Avant de bloquer le numéro de ma mère, je lui ai envoyé un dernier message lui expliquant la seule façon dont elle pouvait me contacter, elle pouvait écrire une lettre et prendre la responsabilité de ses propres choix semble aimer David, Emily, Margaret, la peur, le mariage ou les circonstances. Je n'accepterai pas de messages livrés par des parents, et je n'assisterai pas à une réunion conçue pour réparer le mariage de mes parents. Puis je l'ai bloqué pour 1 an. C'était différent du silence que j'avais utilisé par le passé, je ne disparais pas en la forçant à deviner pourquoi, j'avais énoncé la limite, la raison et la condition sous laquelle elle pourrait changer. David est resté non bloqué par email parce que je voulais un registre écrit, mais le résultat était prévisible, il a envoyé 6 messages au cours des 2 mois suivants, chacun commençant par des excuses et se terminant par une défense. Il était désolé de n'avoir pas réussi à me protéger, mais Carole avait contrôlé les informations, il regrettait le message vocal, mais il avait été sous une énorme pression, il souhaitait avoir fait un autre choix, mais j'avais été difficile et en colère à 13 ans. Je n'ai répondu qu'une seule fois, lui rappelant que j'avais demandé des excuses sans le nom de ma mère dedans. Son email suivant contenait son nom au 2e paragraphe. Au mois de juillet, mes parents vivaient séparément. Carole restait dans un appartement meublé à l'extérieur de Raleigh tandis que David restait dans la maison et décrivait la séparation comme temporaire. J'ai appris cela par des parents qui avaient enfin cessé de traiter ma mère comme le bureau central des informations familiales. Lorsque Carole a annoncé que Thanksgiving se tiendrait quand même dans son nouvel appartement, ma tante a demandé directement à tout le monde où ils voulaient se rassembler au lieu d'accepter le plan de Carole. David a invité Emily et moi à une session de réconciliation privée avec un conseiller qu'il avait choisi. J'ai refusé. Leur mariage avait utilisé mon absence comme support structurel pendant 25 ans, mais cela ne me rendait pas responsable de le maintenir debout après que la vérité m'avait retiré. Les conséquences d'Emily ont été plus immédiates, Keepsake Journée a retourné les fonds non utilisés de North Star, annulé l'expansion et retiré chaque photographie d'enfance de son site web. Elle a remplacé le slogan centré sur la famille par des informations simples sur les destinations, les prix et les services. Le nouveau site était moins émotif et probablement moins mémorable, mais il ne nécessitait plus une fausse sœur pour donner aux propriétaires l'air loyal. Elle a gardé ses 6 employés en réduisant son propre salaire, en mettant fin au bail d'un bureau plus grand qu'elle avait prévu d'occuper, et en revenant à des voyages clients plus petits. Lorsqu'un client de longue date a demandé si le scandale signifiait qu'on ne pouvait pas faire confiance à Emily, elle n'a pas blâmé North Star,
nos parents ou moi, elle a dit qu'elle avait répété une histoire familiale qu'elle n'avait jamais correctement vérifiée. L'avait utilisée commercialement et en acceptait les conséquences. J'ai entendu parler de cette conversation par Émilie elle-même, parce qu'elle a transféré l'email du client et sa réponse complète sous notre règle. Elle ne m'a jamais demandé de publier une déclaration la défendant, cela importait. Une version plus ancienne d'Émilie aurait traité mon silence comme une autre blessure, la femme qu'elle essayait de devenir comprenait que corriger un mensonge ne lui donnait pas droit à des éloges publics de la part de la personne lésée. Ma relation avec Margaret et Thomas a changé aussi. J'ai continué à leur rendre visite, mais nous n'avons pas fait semblant que l'accord de contact privé avait été effacé par leur amour pour moi. Margaret s'est excusée sans dire qu'elle avait seulement voulu me protéger, elle a dit qu'elle avait laissé la peur prendre des décisions qui m'appartenaient, puis répété cette erreur après que je suis devenu adulte en décidant qu'il valait mieux que je ne sache pas. Thomas a admis qu'il l'avait soutenu parce que maintenir la paix dans leur foyer semblait plus facile que de rouvrir une dispute avec mes parents. Leur honnêteté m'a déçu, mais la déception était plus saine que l'adoration. Margaret et Thomas m'avaient élevé, s'étaient déplacés pour moi et m'avaient aimé, ils m'avaient aussi déçu de manière qui comptait. Je n'avais plus besoin de les transformer en parents de remplacement parfaits pour prouver que Carole et David avaient eu tort. À la fin de cette conversation, Margaret a demandé comment je voulais qu'ils soient appelés lors des futurs événements familiaux. Je lui ai dit la vérité, Margaret et Thomas. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle a souri. C'est suffisant. Ça l'a toujours été. Le coffre en cèdre est resté dans leur maison, mais il n'était plus verrouillé. J'ai placé chaque lettre originale, cassette, autorisation et reçu dans des dossiers d'archives, ajouté un index écrit et stocké des copies numériques séparément. La clé en laiton aux 2 oiseaux est restée dans le tiroir du haut, elle avait fait son travail. Le coffre n'était plus un conteneur pour des secrets, c'était un registre qu'aucune personne ne pouvait plus contrôler seule. Émilie et moi ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Certaines semaines, nous n'échangions que des documents ou de brefs messages. Elle devenait encore défensive lorsque je remettais en question sa mémoire, et je devais encore résister à mettre fin aux conversations au moment où je me sentais rejeté. Nous suivions les règles parce que ni l'une ni l'autre ne faisait confiance à l'émotion seule. Un après-midi doux, Émilie a transféré un message de Carole sans ajouter un seul mot, Aaron t'a empoisonné contre ta propre famille. Un jour, tu comprendras ce qu'elle nous a pris. Je l'ai lu, j'ai attendu que ma colère passe et j'ai répondu à Émilie par un mot, merci. Elle n'a pas demandé si je voulais en discuter, elle n'a pas défendu notre mère ni suggéré que Carole souffrait, elle a envoyé un pouce vers le haut et a laissé le message là où il appartenait, visible, inchangé et incapable de nous diviser. Presque 4 mois après le mariage, Nathan et moi avons invité Margaret et Thomas à un petit dîner chez nous. Ce n'était pas un anniversaire ni une cérémonie de remplacement, c'était simplement un merci pour les personnes qui avaient porté des fleurs, ajusté mon voile, mal dansé et étaient restées après le départ des invités pour m'aider à emballer la voiture. Avant leur arrivée, Nathan m'a trouvé debout devant 4 marque-places sur la table de la salle à manger. Les nôtres lisaient déjà Aaron et Nathan, sur les 2 autres, j'avais écrit Margaret et Thomas. Pas de titre, pas de rôles empruntés, aucune suggestion qu'une paire de parents avait été remplacée par une autre. Nathan a regardé les cartes et a demandé, « Tu es sûr ?» « Oui », ai-je dit. Les noms suffisent. Pendant le dîner, Thomas a raconté l'histoire de sa faillite de chute pendant la danse de groupe, bien que nous l'ayons tous vu se produire. Margaret avait apporté la photographie de mariage de la terrasse dans un simple cadre en bois, elle y portait la clé en laiton, Thomas se penchait légèrement vers elle, et la main de Nathan était enroulée autour de la mienne. Personne en regardant la photo ne saurait combien de peur la clé avait causé quelque part au Costa Rica, il verrait seulement 4 personnes qui avaient été présentes. Après le dessert, Nathan a apporté le courrier. Une carte postale n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture d'Émilie. Le recto montrait 2 oiseaux dessinés à l'encre bleue, l'oiseau plus grand se tenait à côté du plus petit, il n'y avait pas de clôture entre eux. Au dos, Émilie avait écrit, pas de messager, pas de deuxième version. Ceci vient directement de moi. Je ne l'ai pas appelé ce soir-là, une carte postale honnête ne pouvait pas réparer 14 ans de choix d'adulte ni 25 ans de séparation. Le pardon n'était pas une récompense distribuée après la première action correcte, c'était quelque chose que la confiance pourrait éventuellement rendre possible si les actions continuaient. Mais je n'ai pas placé la carte postale à l'intérieur du coffre en cèdre, je l'ai posée à côté de la photographie de mariage. Pendant des années, j'avais cru que les 2 chaises vides à mon mariage prouvaient que j'avais été rejeté à nouveau, je sais mieux maintenant.
Elle ne montrait pas qui avait refusé de venir, elle me montrait qui était arrivé, qui était resté et qui n'avait plus besoin d'un titre pour avoir sa place à ma table. Mes parents pensaient qu'ils pouvaient m'effacer et continuer d'utiliser mon histoire, ils se trompaient. Je n'ai pas détruit leur famille, leur mariage ou la campagne d'Émilie, j'ai simplement cessé de prêter mon silence à tous les trois.